Donc, pour vous dire sur la question de la situation dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, si ce n'est que, bon, on arrive souvent en retard à parler de la question des pays de la rive sud à partir des événements qui ont secoué la ville de Sidi Bouzid et l'immolation par le feu de ce jeune universitaire qui, dit-on, a été giflé par une femme police et lui a retiré donc sa marchandise qui était vendeur un peu à la sauvette. Ce qu'a démenti par la suite la police, bien entendu, hein, il n'a pas été giflé, mais bon, l'information a circulé, donc il y a eu une réaction que nous connaissons depuis donc 2010 et 2011. L'ensemble de ces pays sont secoués, si vous voulez, par des révoltes ou des révolutions, on appelle printemps arabe ou révolution parfois, révolte, bon, tout dépend des choix des mots. Alors, quelles sont les raisons qui ont conduit à cette situation? Enfin, me semble-t-il, c'est des systèmes qui sont en crise depuis de longue date, depuis pratiquement les indépendances. Le germe était dans le fruit, donc parler de crise aujourd'hui, c'est comme si, dans un passé récent lointain, ces systèmes étaient stables, les valeurs étaient intériorisées, que la situation était stable au lendemain des indépendances. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas tout à fait vrai, puisque la crise s'inscrivait dans les systèmes même dès au lendemain des indépendances. Les choix qui ont été faits sont avérés par la suite, bien entendu, que c'était des choix erronés. Alors, dans un premier temps, dans un élan légitime, de reconstruire des identités décimées par des décennies, voire des siècles pour certains pays de colonisation, ces régimes se sont lancés dans un immense bricolage idéologique en voulant reconstruire des identités décimées par la colonisation. Alors, pour reconstruire cette identité, le choix qui a été fait, notamment en Égypte, et puis ensuite, l'Égypte, bien évidemment, était le leader du monde arabe pendant les années 60, 70, etc., c'est d'enfermer dangereusement les identités dans des puretés religieuses et dans des puretés linguistiques, puisque très souvent la langue arabe rime, l'arabisation, le processus d'arabisation, rime avec islamisation. La langue arabe, c'est la langue de la liturgie, c'est une langue sacralisée. Et l'islam est choisi comme religion d'État. Alors, ce choix de reconstruire dans la précipitation des identités décimées a donné naissance à une espèce d'enfermement sur soi et de sacralisation d'une culture, d'une langue, la langue de la liturgie. La langue arabe est une langue sacralisée. Et d'ailleurs, très souvent, les fondateurs des partis Ba'ath, notamment Michel Aflaq, Boustani et d'autres, quand ils parlent de la langue, très souvent, ils l'assimilent. Et même Michel Aflaq, qui était chrétien, qui s'est converti à la française, mais en tout cas, il disait qu'elle tire toute sa légitimité de l'islam. Et donc, si vous voulez, là se pose un vrai problème si vous voulez, dans le champ culturel. Parce que la crise, en ce qui me concerne, je l'explique davantage par le phénomène culturel que par l'économie. L'économie dans ces pays n'explique pas grand-chose. C'est un facteur adjuvant, c'est un facteur aggravant, c'est un facteur qui explique l'ampleur de la crise, mais ce n'est pas la clé d'explication de la crise profonde qui secoue ces pays. Parce que, je prends le cas d'Algérie que je connais bien, je suis arrivé d'Algérie en 1994, c'est un pays riche. C'est l'un des rares pays aujourd'hui qui dispose d'un solde, comment on appelle ça en termes économiques, de 200 milliards de réserves de change placées dans des banques aux États-Unis, dans les Émirats arabes unis, au Qatar, etc. Et avant de venir, en 1986, l'Algérie a connu une chute brutale des prix des hydrocarbures. A chuté jusqu'à 9 $. Du temps je crois, du président Zerwan, le prix du pétrole a chuté jusqu'à 9 $. Quand je revois la situation de 1986,
Et je vois la situation de ce pays aujourd'hui, il n'y a pas de changement en vérité. Qu'il y ait de l'argent ou il n'y a pas d'argent, la crise est là, elle est structurelle et elle est profonde. Quand on prend la situation d'Arabie Saoudite et d'autres pays très riches, la crise est profonde. C'est le champ culturel qui pose problème. Ce n'est pas forcément... L'économie est un facteur aggravant qui peut effectivement révéler les crises profondes qui secouent ces systèmes et ces régimes, et aussi ces sociétés, mais ce n'est pas, je crois, de mon point de vue, ce n'est pas la clé d'explication. La clé d'explication, moi j'étais enseignant, je vous fais part de mon témoignage en tant qu'enseignant à l'Institut national des finances, donc j'ai enseigné la langue arabe, j'étais enseignant en droit, donc j'enseignais le droit en langue arabe à l'Institut national des finances, j'ai observé quelque chose à travers donc, mes collègues. Dans les discussions qu'on a très souvent, bon, ça m'a beaucoup frappé, d'emblée, tout de suite, ça m'a frappé. Alors, quand on s'adresse aux étudiants, on s'adresse dans la langue arabe classique. On parle avec les étudiants dans la langue arabe classique, dans le cours, dans cet arabe littéraire. Mais dès qu'on sort prendre un café entre collègues, on parle le dialectal. Personne de nous parle le classique. Et même les étudiants entre eux, il suffit qu'on tourne le dos. Entre eux, ils parlent le dialectal. Ça m'a frappé. Pourquoi? Officiellement, dans la classe, on parle dans les amphithéâtres, on s'exprime dans la langue arabe, et dès lors qu'on sort un instant dans le couloir, uniquement dans le couloir, on se met à parler arabe dialectal. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est anecdotique, mais ça peut effectivement donner à réfléchir, c'est l'incapacité des individus à dire une grossièreté ou insulter dans l'arabe classique. Je n'ai jamais entendu un enseignant dire un gros mot en arabe classique. Jamais. J'ai enseigné pendant 4 ans, de 88 jusqu'à 93, avant de venir. Je n'ai jamais entendu de ma vie un étudiant ou un enseignant, un collègue de moi, dire une grossièreté ou insulter dans l'arabe classique. Mais dès que l'Algérien passe au dialectal, il peut dire toutes sortes de grossièretés et toutes sortes de choses, mais horribles. On sent alors vraiment la censure. Est-ce que ces sociétés ne sont pas aujourd'hui, ne doivent pas plutôt, pardon, s'inspirer de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier de 1539, qui a rompu avec le latin, qui est la langue liturgique, qui a consacré la langue française dès le XVIe siècle, et a imposé la langue française, pas en opposition aux langues régionales, comme ça a été dit, mais en opposition au latin. Pour François Ier, le latin, c'est la langue de la religion. Le français, c'est la langue de la science, du parler, de l'administration et de la justice. Et il fallait donc consacrer, rompre le lien ombilical ou fusionnel entre langue et religion. Je crois, cet angle d'approche, me semble-t-il, je parle sous le contrôle du premier intervenant, explique mieux la crise dans s'enfonce aujourd'hui cette société que la simple explication par les crises économiques ou par la pauvreté ou par la baisse du pouvoir d'achat, parce que nous avons aussi des exemples très concrets. Nos parents, pendant les années 50-60, étaient beaucoup plus pauvres, mais ces sociétés-là n'ont pas sombré dans une violence aussi intense que celle qu'a connue par exemple l'Algérie, avec des massacres, avec nos parents étant beaucoup plus pauvres que nous. Mais ils n'ont pas recouru aux assassinats, aux massacres de bébés, d'enfants pendant la décennie 90. Donc, si vous voulez, j'atténue un peu l'explication par l'économie, qu'on voit de l'argent, etc. La crise n'est pas... Elle peut être aggravée par l'économie. Je ne réduis pas à néant le facteur économique dans l'explication de ces crises, mais je crois que la meilleure façon de saisir ce qui fait la spécificité de ces crises, c'est le culturel, c'est le champ culturel. Alors pourquoi le champ culturel? Le champ culturel parce que ce champ culturel a été très tôt travaillé par des mouvements intégrés. Je crois que mon collègue, le premier intervenant, a parlé de Hassan el-Benna. En 1928, on avait donc créé le mouvement des frères musulmans, etc. Et je crois que l'université de Al-Azhar en Égypte a beaucoup participé, a été l'un des vecteurs les plus puissants de propagation des idées intégristes. Et donc, on s'est retrouvé dans des situations, puisque, en gros, si vous voulez,
essentiellement, le mal vient de l'école telle qu'elle est conçue en Égypte. Parce qu'en principe, le modèle de l'école égyptienne a été transposé, notamment en Irak, en Syrie, en Algérie, sauf peut-être la Tunisie et un peu le Maroc, ont été épargnés, puisque Bourguiba n'était pas du tout partisan du nasserisme. Bourguiba était un fort opposant au nasserisme et au basisme. Donc l'école tunisienne a été plus ou moins épargnée par les idées du Baz et du parti unique, etc. Puisque Kherdin, le ministre de l'Éducation tunisien en 1875, en 1875, oui, c'était avec l'avènement de la Troisième République, avait créé ce qu'on appelle le collège Sédiri, le Mahad. Le Mahad Sédiri, le collège Sédiri, et Kherdin s'est inspiré de l'école française. Il est venu à Paris, il a vu comment on dispensait l'enseignement, il s'est beaucoup inspiré par la suite par les lois de Jules Ferry, et donc a formé l'élite tunisienne. Notamment Tarek, qui a des écrits extraordinaires sur l'égalité des sexes, sur la femme, sur le statut de la femme dans ces sociétés, et qui a beaucoup inspiré ensuite Bourguiba. Bourguiba a fait l'école de ce Sédiri. Donc l'élite tunisienne a été formée dans le bilinguisme linguistique, puisque c'est la langue arabe et la langue française qui étaient enseignées. Et la langue arabe s'est retrouvée, puisqu'elle était dans une espèce d'émulation avec la langue française. Et grâce à l'école Sédiri, au collège-lycée Sédiri de 1875, et grâce à Kherdin notamment, puisque le bey a tourné le dos, le bey de Tunis, a tourné le dos très tôt à Istanbul, à la porte à Istanbul. Donc il s'est tourné plutôt vers la France, vers l'Occident. Et là, un travail extraordinaire a été fait au niveau de l'école. Et c'est pour cela que Bourguiba a le mérite, je reconnais qu'il a connu une dérive autoritaire à partir de 1975, qu'il a aussi réprimé les opposants, etc. Mais il faut lui reconnaître que dès 1956, il a aboli la polygamie. Rare, je crois qu'il est le seul dirigeant des États du monde arabe qui ont aboli la polygamie, avant même la Constitution de 1959. Et donc, on voit toute la différence entre l'école algérienne, l'école syrienne, l'école... Moi, j'ai été formé par des Égyptiens, dont la langue arabe depuis l'âge de 6 ans. La langue française, je l'ai apprise au dictionnaire, en 1994, quand je suis arrivé en France. Et donc, je n'ai eu droit qu'à des professeurs égyptiens. Même le professeur de sport était égyptien. Et donc, on voyait qu'il y avait un problème. On voyait très tôt, dès les années 70, on voyait qu'il y avait un problème. D'abord, ils ne comprenaient pas. Nous, les Algériens parlent soit l'arabe dialectal, ou le berbère, ou le français. Les trois langues parlées du quotidien, c'est l'arabe dialectal, c'est le français, et c'est aussi le berbère. Très souvent, quand vous dites à un jeune Alger, qu'est-ce que vous avez fait ce matin, eh bien, il va vous dire connected. Connected, c'est quoi? Je me suis connecté. Voilà comment on parle à Alger. Quand vous dites cet après-midi, qu'est-ce que vous avez fait, il va vous répondre, réparer ton mobile. Alors, réparer ton mobile, j'ai réparé l'automobile. C'est exactement, c'est ainsi que les Algériens parlent. Et vous allez trouver le dialectal en Tunisie, au Maroc, à Bagdad, etc., etc. Mais ce dialectal est victime, si vous voulez, d'une approche normative des langues. D'une approche normative, puisque la différence est perçue comme une infériorité. Et c'est extrêmement dangereux. Alors que cette différence est une richesse pour ces pays. Il faut libérer l'espace culturel, il faut ouvrir le champ culturel à ses propres ressources, si vous voulez, avant de s'ouvrir à l'extérieur. Il faut s'ouvrir à ses propres langues, à sa propre culture. Alors que l'idéologie officielle, et notamment l'idéologie des Yaoulama, et bien avant les Yaoulama, en Algérie, par exemple, le Belbédis, le mouvement de la Nahda, voilà, le mouvement revivaliste de la fin du 19e, oui, avec la campagne de Napoléon en Égypte, et qui a introduit l'imprimerie, donc est né Mohamed Abdou et le persan Djemaldin Afrani, etc., qui ont voulu effectivement revitaliser, refaire revivre l'islam, le soustraire de cette ornière dans laquelle est enserré cet islam, dont l'interprétation dominante renvoie à la norme, si vous voulez, à la norme originelle. Et là, on voit, ça nous donne un peu à penser, le mouvement de Ben Laden. Ben Laden appelle son mouvement Al-Qaïda. Al-Qaïda en arabe ne signifie pas Al-Qaïda à la base militaire. J'ai entendu ça plusieurs fois. Ça ne correspond pas du tout à ça. Ça signifie la norme, le retour à la norme originelle telle qu'elle est révélée à la Mecque et à Médine.
voyez-vous. Et donc, un islam qui s'est propagé du Maroc jusqu'en Indonésie, est-ce que, aujourd'hui on peut dire, que cette norme révélée il y a 14 ou 15 siècles doit être appliquée de la même façon du Maroc jusqu'en Indonésie? C'est impossible. C'est impossible. Jamais une norme n'a été recueillie telle qu'elle dans toutes les sociétés. Une norme, quand elle est reprise, reconduite ou transposée d'un contexte à un autre, elle est travaillée par le contexte d'accueil. Elle est interprétée, réinterprétée par le contexte d'accueil, pour qu'elle s'insère dans le réseau de signification et prenne sa place. Quelquefois même déformée. Donc il n'y a aucune norme qui peut être transposée telle qu'elle, fût-elle d'origine divine ou supposée comme telle. Il n'y a pas de norme qui peut être transposée d'un contexte à un autre de la même façon, applicable de la même façon. Et donc, ce qui s'est passé, je prends le cas du Maghreb, je connais un peu plus, je connais un peu mieux, c'est l'islam maghrébin a été adapté par des siècles, il a été forgé par des siècles d'adaptation par ce qu'on appelle l'islam maraboutique, l'islam des saints. L'islam populaire, l'islam que l'on peut critiquer, qui est un peu indigent sur le plan intellectuel, mais qui présente plus de prédispositions à épouser la modernité que l'islam savant, entre guillemets, que l'islam des universitaires. Parce qu'en fait, quand j'échange avec mon père, il a travaillé pendant 30 ans à Paris comme ouvrier. Alors, comme je lui dis, il fait sa prière depuis l'âge de 14 ans, etc. Il dit, bon, alors, bon, l'État, etc., comment il faut le construire, comment on peut le... Et il m'a dit, ben, c'est l'État, c'est comme en France. Il faut des partis, il faut des syndicats, il faut de la pluralité, il faut, voilà. C'est comme ça qu'en France, on a construit l'État, mais il n'a jamais été à l'école. Et c'est sa réponse. Elle est toute simple, mais elle est, je crois, elle est juste. Quand je pose la même question à mon étudiant, je lui dis, bon voilà, l'universalité des droits, mais la construction de l'État. Les hommes sont libres, etc., ils ont des droits, ils ont... alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'est arrivé de poser cette question à mes étudiants. Très souvent, ils répondent, en arabe, ils répondent, Dachir, c'est-à-dire, monsieur, vous êtes en train d'importer des idées de l'Occident chrétien qui sont incompatibles avec le contexte islamique. Mon père ne saurait jamais répondre comme ça. Donc cet islam-là indigent, maraboutique, confrérique, qui est très adapté au contexte du Maghreb, s'adapte et plus prédisposé, j'allais dire, à accepter la construction d'un État moderne que l'islam de l'université de Azhar, qui veut créer un État, mais un État islamique, où la norme suprême et unique, c'est la norme religieuse. Une norme religieuse qui renvoie à la société de Médine et à la société de la Mecque d'il y a 15 siècles, qui aujourd'hui, notamment les règles, ce qu'on appelle les règles de conduite sociale, al-mu'amalat, c'est-à-dire les règles de conduite sociale, sont totalement inadaptées. Un universitaire soudanais a écrit en 70-71, je pense que c'est Mohamed Taha. Il a écrit, voilà, il a expliqué dans son livre que voilà, il y a deux règles dans l'islam. Il y a les règles de conduite sociale et il y a les règles qui consolident le lien de spiritualité entre le créateur et la créature. Donc, il dit, consolidons les règles Qawaïd al-Ibadat, c'est-à-dire les règles de la croyance, de la spiritualité, mais éliminons toutes les règles de conduite sociale aujourd'hui puisqu'elles ne sont plus adaptées au contexte de l'un. Alors, pour avoir écrit ce livre, il a été pendu par Jafar al-Numeri en 71 sur la place publique. Et donc, c'est une véritable révolution si on arrivait à faire le distinguo entre ce qui relève de la spiritualité, de la croyance, comme nos parents. Ils pratiquaient l'islam dans la modestie, dans l'espace domestique. Mon père, quand je lui pose la question, il m'a dit, j'ai été une fois à la mosquée de Paris. Toute ma vie, pendant 30 ans, 40 ans à Paris, il m'a dit, j'ai été qu'une fois. Je lui ai dit, alors tu fais où ta prière? Il m'a dit, mais je la fais dans ma chambre. Donc le génie de cette religion, en vérité, c'est quoi? Le génie de cette religion, c'est l'espace du croyant, c'est l'espace des tapis. C'est juste l'espace des tapis. Vous pouvez faire la prière où vous voulez. Et n'importe où. Vous n'êtes pas obligé de la faire à 1 heure ou à 2 heures ou à 3 heures. On voit nos parents font la prière. Le soir, quand ils reviennent des champs, ils travaillent. Et puis le soir, ils font leur prière. Donc cet islam-là maghrébin, forgé par la Rahmaniya, par la Tariqa Rahmaniya, notamment en Algérie et la Tunisie, et par la Tidjaniya, au Maroc, par Sidi Ahmed Tidjani, et qui a ensuite conquis tout l'ouest, toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Sénégal,
Et du Sénégal, il est parti jusqu'en Indonésie. Cet islam-là des saints, c'était l'islam très adapté au contexte local. C'était l'islam qui a libéré le politique de son emprise originelle. Puisque l'islam est fondamentalement politique. Le prophète, quand il a commencé à la conquête des autres tribus, etc., il a voulu réunir les tribus pour construire un État. Donc le politique est au cœur de l'islam. Contrairement au christianisme, et là je parle sous votre contrôle, je connais pas très bien, mais je pense que Jésus-Christ n'a pas de prétention à faire de la politique. Ce qu'il voulait, c'est de se faire accepter par César, par l'État romain. L'État existait déjà. Il n'a pas créé l'État. Il voulait se faire reconnaître par l'État romain. Donc les deux approches sont différentes. On ne sent pas qu'il y a du politique dans le christianisme. Évidemment, c'est un peu compliqué, il faut voir ça de près. Mais l'islam est fondamentalement politique. Donc le travail qui a été fait par les confréries, notamment au Maroc, la Tunisie, la Libye, etc., il a été adapté au contexte local. Et ce contexte-là, l'islam maghrébin traditionnel, est combattu par le wahhabisme. D'où la crise de 1990 en Algérie. Je ne dis pas que c'est le wahhabite seul, c'est-à-dire que ce sont les étrangers qui sont venus faire ce qui s'est passé en Algérie, mais c'est par l'école, si vous voulez. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Puisque, officiellement, on va vous dire qu'on va les combattre dans les montagnes, on prend les armes, l'armée, la police, etc., etc. Donc, on va les combattre, on va tuer une centaine, 200, 300, peut-être 1000 terroristes, mais ce n'est pas suffisant. Puisque la fabrique n'a pas été arrêtée. Puisque la fabrique, c'est l'école. On peut les assassiner dans les maquis. On peut mobiliser des milliers de soldats. Mais tant qu'on n'a pas revu l'école qui est la véritable fabrique, c'est l'école qui produit. C'est pour ça que c'est des sociétés qui cherchent et ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas pourquoi on est dans cette situation. À la fin, les pouvoirs se mobilisent, etc., dépensent parfois des millions, parfois des milliards dans l'investissement dans les appareils répressifs, l'achat des armes, etc., etc. Mais en même temps, elles ne comprennent pas pourquoi on ne s'en sort pas. On est dans une impasse totale. Parce qu'au lieu de s'attaquer au vrai vecteur, si vous voulez, à la vraie fabrique de l'intégrisme qui est l'école. Parce que je peux vous dire que je me rappelle très bien des premiers attentats en Algérie, contrairement à ce que dit le pouvoir algérien, c'est pas du tout en 92. Les premiers attentats, c'était en 82. C'est le groupe de Bouali, Mustafa, qui a commencé le maquis en 82 dans la région de la Hachoura, la Mitidjabila. Et le premier étudiant assassiné par les intégristes, j'ai assisté à son enterrement, j'y étais, c'est Kemal Hamzal, en 82 à la cité universitaire de Beratoun. Donc c'est quand même assez vieux. Et on est en 2013 et la violence continue. Voyez-vous, elle continue, bon, l'intensité a faibli, mais elle continue. Deuxième chose pour revenir aux politiques, et je crois qu'on va ouvrir le débat, les choix qui ont été faits après les indépendances, c'est surtout le parti unique et la répression, si vous voulez, des opposants. Rares sont les pays qui ont choisi le pluralisme et qui ont accepté le pluralisme, mais aussi avec son corollaire, l'alternance au pouvoir. Le pluralisme n'a d'existence réelle, n'a d'effectivité que s'il est couronné par l'alternance au pouvoir. Sinon, c'est un pluralisme de façade. Or que, quand on regarde la situation de ces pays, que ce soit l'Égypte ou l'Algérie ou la Tunisie, c'est des pouvoirs personnels. Et même ces derniers temps, il y a eu des tendances à une espèce d'alternance, mais dans des dynasties familiales. Le président égyptien qui a été renversé préparait son fils. Bouteflika en Algérie préparait son frère. Assad, le père, Assad, a préparé Béchar. Etc. Donc c'est vraiment un véritable pouvoir personnel. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Ce sont des sociétés qui ne connaissent pas de contre-pouvoir. Alors, est-ce que c'est la faute de ces sociétés ou de ces régimes? Je crois qu'il y a un rapport dialectique entre la longévité de ces régimes et la faiblesse de ces sociétés. Ce sont des sociétés faibles parce qu'elles ne font pas de politique. Toute société qui ne fait pas de politique est par définition une société faible. Toute société qui ne fait pas de l'associatif, du syndicat, etc., ce sont des sociétés faibles. Donc dans ces sociétés-là, elles sont d'abord faibles et elles sont affaiblies, fragilisées par les régimes. Elles ont été gravement fragilisées par ces régimes, d'où aujourd'hui on se retrouve dans des situations où, Bachar est parti, ou on va dire le président égyptien est parti, mais qui va le remplacer? Les sociétés se posent des questions. Et pourquoi?
Alors là, il y a des pistes de recherche pour des thèses, mais incommensurables. Toutes les conséquences qui en découlent, et là c'est un champ qui est ouvert à tous les chercheurs, c'est de travailler l'idée des conséquences extrêmement néfastes d'une gestion policière par les États, des sociétés par les États. C'est la police politique qui ont géré, c'est des polices politiques qui ont géré ces sociétés. Et cette police politique, que ce soit en Égypte, au Maroc ou à Alger, elle consiste à veiller au grain pour qu'il n'y ait pas émergence d'une association crédible ou d'un syndicat crédible ou d'un personnage crédible de l'opposition. Il faut absolument créer le vide. Elles ont géré ces sociétés par le vide. Et c'est pour cette raison qu'on ne voit pas de leader. On ne voit pas d'association crédible à partir de l'Occident, à partir de la France. On veut bien aider, je vois les associations à Lyon. Elles veulent bien aider. Après, vous dites, mais avec qui on va travailler? Les polices politiques ont fait un travail de vie total dans ces sociétés. Et c'est très dangereux. Et c'est extrêmement dangereux, puisqu'on va encore tourner en rond pendant des années. C'est des sociétés qui sont rentrées dans une zone de turbulence qui risque de s'étaler pendant peut-être des dizaines et des dizaines d'années. Donc je suis, pour aller vite et terminer sur ce point, si vous voulez, le constat est fait, voilà, il est là, c'est des sociétés en crise, ce sont des régimes qui sont menacés par des renversements, mais en même temps, on est très perplexe, en ce qui me concerne, sur la perspective. C'est-à-dire que ce sont des situations qui peuvent s'ouvrir sur plusieurs évolutions. On peut avoir des États intégrissent, on peut avoir, comme en Tunisie, une évolution, un compromis entre islamistes et le régime en place, on peut avoir peut-être des changements très démocratiques. En tout cas, pour l'instant, c'est très difficile de prévoir l'évolution de ces sociétés. Je vous remercie. Excusez-moi encore une fois d'avoir parlé.